Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Saint-Clair-sur-Epte se trouve à l'actuelle limite entre la Normandie et l'Île-de-France et nous sommes à l'automne 911. L'an 911, il y a une présence inhabituelle dans les parages. Le roi des Francs, Charles III, celui que l'histoire a retenu sous le vocable de Charles le Simple. Charles se rend dans ces terres de Vexin afin d'y rencontrer le chef viking qu'il combat depuis de nombreuses années, de trop longues années à son goût sans doute. Il y a quelques mois encore, les Vikings assiégeaient Chartres, les Francs défendaient la ville, armes à la main, bien décidés à ne pas payer une fois de plus le tribut que demandaient les envahisseurs et qui offrait à chaque fois une paix extrêmement éphémère. Les Francs ont été victorieux, ils ont réussi à repousser les Normands, ces hommes du Nord, les Northmen, les Vikings, ils ont réussi à les repousser, sauf que les gens du Nord se sont installés sur les côtes. Il en faudrait bien plus pour les déloger d'un continent sur lequel ils ont bien l'intention de s'établir. On a conclu une trêve qui doit durer 3 mois. On estime que 3 mois, c'est le temps nécessaire à la mise en place de discussions qui pourraient aboutir à un traité. C'est en tout cas ce qu'on espère du côté du roi des Francs. C'est lui, le roi des Francs, qui a le plus à gagner à ce traité. Les Red Vikings terrassent constamment son territoire et ça fait longtemps que ça dure. Il n'y a pas une seule année sans qu'on voit ces guerriers qui arrivent du Nord et qui viennent brûler, piller, ravager, semer partout la terreur. J'en profite pour dire qu'évidemment, lorsque nous racontons l'histoire du point de vue territorial français, nous avons toujours cette image très dégradée des Vikings hirsutes qui brûlent tout sur leur passage, mais c'était aussi incontestablement des gens d'une certaine culture, d'une autre culture, et qui allaient, mais beaucoup plus tard, qui allaient apporter en Normandie quelque chose de neuf qui essaimera même jusqu'à l'Angleterre. Je ferme ma parenthèse. À l'automne 911, je ne peux pas vous donner de date exacte, le roi Charles rencontre donc le chef qui s'appelle Rollon. Les deux hommes ne se sont encore jamais rencontrés et pour être certain de ne pas tomber dans un piège, Rollon a demandé des otages, ce que Charles le Simple a accepté. Quand Rollon arrive auprès de la délégation franque, tout le monde se dresse, j'allais dire, sur la pointe des pieds pour le voir. On n'a pas besoin de grimper tellement, puisque il est immense, ce chef viking. C'est une sorte de colosse, de géant, si grand, si lourd, dit-on, qu'aucun cheval ne peut le porter. Rollon impressionne, et d'autant plus qu'il est accompagné par les meilleurs de ces hommes. C'est donc une véritable démonstration de force que les Vikings vont nous faire là, avec un enjeu de taille, puisque le roi des Francs a l'intention de faire de Rollon son vassal sur un territoire donné. Alors, il est peut-être temps de se demander qui est ce Rollon. Franck Ferrand sur Radio Classique. La question de ses origines a toujours été un grand débat, disons-le. Il est né dans la seconde moitié du IXe siècle. Les sources de l'époque mêlent légendes et réalités historiques. Dudon de Saint-Quentin est le premier chroniqueur, Dudon très intéressant pour nous, heureusement qu'il est là. C'est lui qui s'est intéressé aux origines du chef viking. Il a écrit « De moribus et actis primorum Normannae ducum », ce qui veut dire des mœurs et les actions des premiers ducs de Normandie. Il a écrit ça au début du XIe siècle, et il y a là-dedans évidemment un récit qui est le premier récit de la vie de Rollon, et selon Dudon, la genèse de Rollon nous conduit en Norvège. Plus d'un siècle sépare en vérité la vie de Rollon de ce qui est le premier récit biographique que nous ayons, ce qui veut dire que la justesse des indications est à prendre quand même, il faut se méfier un peu de ce qui est raconté par Dudon. Selon lui, Rollon est le second fils d'un puissant duc. À la mort de leur père, Rollon et son frère Gourim ont dû se battre contre un roi qui souhaitait mettre la main sur les terres qui leur revenaient de plein droit, avec un conflit inévitable. Dans les premiers temps, les deux frères sont parvenus
parvenu à vaincre le roi. Celui-ci a donc usé de perfidie pour parvenir à ses fins. Il a envoyé un message aux frères afin de les inviter à venir négocier un traité pour régler un problème qui paraissait insoluble, pour le régler à l'amiable. Rollon et Gourim se sont rendus auprès du roi en ignorant qu'une armée se tenait prête à détruire leur capitale une fois que celle-ci aurait été vidée de ses chefs. La capitale en question est détruite, incendiée. Cette même année poursuit, on va voir on va dire ces troupes poursuivre les deux frères qui vont se retrouver pris en tenaille entre le roi qui les attend avec son armée et ces troupes, ces régiments qui foncent sur leur arrière-garde. Rollon et son frère se battent en vain. Ils sont débordés de toutes parts. Gourim meurt dans les combats avec beaucoup de ses partisans. Rollon est grièvement blessé, mais il arrive à fuir le champ de bataille. Il parvient à s'évader avec quelques compagnons qui embarquent sur 6 navires, et les voilà qui sont en pleine errance. Voici ce qu'écrit Pierre Bouet dans une biographie de Rollon. Que Rollon et ses compagnons aient été chassés par le développement d'un pouvoir fort dans les pays scandinaves est un fait confirmé par de nombreux documents historiques. La montée en puissance des rois aussi bien au Danemark qu'en Norvège fut l'une des causes majeures de l'expansion viking. Beaucoup de chefs locaux, plus ou moins indépendants, supportèrent très mal ce contrôle de plus en plus étroit et préférèrent quitter leurs terres pour tenter leur chance ailleurs. D'autres, comme Rollon, s'opposent armes à la main aux prétentions du roi et qui, vaincus, furent bannis après avoir été dépouillés de leur patrimoine. Le récit de Dudon correspond parfaitement au jeu des causes réelles à l'origine de l'expansion viking. Si donc tout n'est pas à prendre au pied de la lettre dans ce que nous raconte Dudon, en tout cas, l'inspiration générale est juste. Rollon va rejoindre ses congénères, pratiquer toutes sortes de raids. Il a beaucoup de force, cet homme-là, un charisme certain, et cette force et ce charisme vont le conduire loin, vont le conduire très loin. Rollon se place donc à la tête d'une bande viking. Il parcourt les côtes de la mer du Nord, il descend de façon dangereuse le long des côtes de la Manche. Toutes ces pérégrinations se font sans que nous ayons la moindre information précise de date, de lieu, etc. Vous savez, encore une fois, il n'y a pas d'archives, là, ou quasiment pas pour être plus juste. Au fil du temps, Rollon devient le meneur d'une bande de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de Scandinaves. Quand on voit arriver ces vaisseaux, évidemment, c'est jamais très bon signe. Et on peut pas dire qu'il soit le principal chef viking. Le plus important, c'est le chef suprême, Siegfried, qui organise le siège de Paris en 885. Celui-là, on le connaît un peu mieux. Dans les premiers temps de son périple, Rollon est en Écosse, où se trouvent des comptoirs de Normands. Une légende raconte qu'une nuit, une voix le tire de son sommeil et l'invite à se rendre plus au sud. Il a eu une sorte de vision, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, il se rend en Angleterre et il va combattre le célèbre Alfred le Grand, vous savez, le roi de Wessex. Plusieurs semaines de combat, finalement, Alfred et Rollon vont faire un pacte. Alfred le Grand accepte d'armer Rollon, en échange de quoi le chef viking partira bien plus au sud, sur les côtes de la Manche, pour aller terrasser la Neustrie, ce royaume franc qui est là-bas de l'autre côté du Channel. C'est à ce moment-là que Rollon va devenir un peu plus identifié par l'histoire. Alors, on ne connaît pas la date exacte. À partir de quand Rollon arrive dans l'estuaire de la Seine, certains disent en 876, d'autres en 890 ou bien en 900. Bref, dans tous les cas, il arrive sur des bords de Seine qui ont déjà été en partie colonisés par d'autres vikings. Les Normands sont déjà installés. Je cite encore Pierre Bouet. Lorsque les habitants et l'archevêque de Rouen apprirent l'arrivée des Vikings, ils dépêchèrent un messager à Rollon proposant aux Vikings d'assurer leur sécurité. Constatant qu'il ne restait dans la ville en ruine que des gens sans défense, Rollon accepta de prendre la cité et la région sous sa responsabilité. Tous ces navires remontèrent la Seine jusqu'à Pont-de-l'Arche au sud de Rouen. Et c'est comme ça que Rollon va être en quelque sorte considéré comme le protecteur de cette petite province. Les Francs, bien sûr, ne le voient pas du tout de cet œil-là, et ils ont l'intention de déloger de Rouen et des alentours de Rouen ce chef scandinave et ses hommes. Et c'est une lutte qui commence, qui va durer près de 10 ans. Certaines années, les Francs parviennent à accroître leur influence aux dépens des Vikings. Seulement, il y a toujours des
y a toujours de nouvelles vagues vikings, il y a toujours des renforts, ça crée une instabilité considérable. Le roi finit par décider de mettre un terme à tout ça en traitant avec Rollon, et c'est l'entrevue tellement célèbre dont je vous parlais au début de l'émission à Saint-Clair-sur-Epte. On est en 911. Il y a eu des mois de négociations. Le chef viking et le roi franc se rencontrent donc à l'automne 911, Rollon et Charles le Simple. Charles souhaite proposer le titre de comte de Rouen au chef viking, comté qui comprendrait des terres situées entre l'Epte et la mer. C'est l'équivalent des actuels départements de Seine-Maritime et de l'Eure, si vous voulez. C'est donc la naissance de la Normandie. On ne parle pas encore de duché encore. C'est le petit-fils de Rollon, Richard II, qui portera définitivement ce titre de duc de Normandie à la fin du Xe siècle. En échange de la terre qui lui a été donnée, Rollon jure par serment fidélité au roi. C'était tout le but de la rencontre, bien entendu. Le roi des Francs vient accompagné de sa fille, Gila, dans le but d'une union matrimoniale entre les deux familles. On va loin quand même. Rollon va mettre ses mains dans celles du roi. Il doit aussi embrasser le pied du roi. Seulement le chroniqueur, dont je vous parlais tout à l'heure, Dudon, nous raconte une histoire que tous les écoliers ont apprise pendant tant d'années. On apprenait ça, moi encore, quand j'étais sur les bancs de l'école. Rollon, c'est le chroniqueur qui parle, refusant de baiser le pied du roi, ordonna à l'un de ses guerriers de le faire. Celui-ci saisit aussitôt le pied du roi et le porta à sa bouche pour y déposer un baiser, tout en restant debout, faisant tomber le roi à la renverse. Cela suscita un énorme éclat de rire et bien du tumulte parmi le peuple. Est-ce que l'anecdote est authentique? En tout cas, elle donne une assez bonne idée du rapport de force entre les deux camps. On voit que les Normands, les Vikings, n'ont pas vraiment l'intention de se soumettre. Ils ne seront pas de vrais vassaux pour le roi des Francs. Et Rollon obtient du reste un grand privilège, puisque cette terre lui est accordée de manière définitive, imprescriptible. Il ne sera plus question jamais au roi des Francs de retirer aux Normands leurs terres. Lucie Malbos vient de faire paraître Le Monde Viking aux éditions Talendier, et voici ce qu'elle écrit sur les suites du traité. Afin de pouvoir s'établir à demeure entre l'Epte et la mer, Rollon doit toutefois en passer par une étape essentielle, le baptême. Il est impossible pour un païen, un adorateur d'idoles et de faux dieux aux yeux des chrétiens, d'intégrer la société et l'organisation politique franque. Par ce baptême, Rollon peut parachever son intégration au monde occidental tout en nouant des liens étroits avec ses ennemis de la veille. Le parrainage du puissant Robert de Neustrie, comte de Paris et marquis de Neustrie, permet de sceller une amicitia, une amitié si l'on peut dire, une alliance, entre les deux familles. Rollon prend alors, comme le veut la coutume, un nom chrétien, celui de son parrain, en ressortant des fonds baptismaux. Il n'est plus le chef viking Rollon, il est le prince chrétien Robert. Désormais, c'est Robert qui va essayer de s'inscrire dans ce paysage politique franc. C'est Istvan Kertész qui dirige l'orchestre symphonique de Londres dans ce troisième mouvement de la symphonie numéro 4 de Dvorak. Franck Ferrand sur Radio Classique. Robert, ou Rollon, comme vous voudrez, connaît très bien le territoire, en fait, dont il est désormais dépositaire. Son baptême, son élévation au titre de comte ne sont en quelque sorte que l'aboutissement de tout un long cheminement. Je vous ai dit, ça a commencé plus d'une décennie avant. En fait, c'est une consécration pour lui, mais il était déjà le chef de fête de toute cette région. Bien avant la date de 911, il s'était allié à des seigneurs locaux. Il avait d'ailleurs été jusqu'à se marier avec une femme chrétienne avec laquelle il avait eu 2 enfants. Et son intégration au sein du comté de Rouen est facilitée par cette ancienne proximité. Il est donc désormais comte de Rouen, ce qui va avoir tout de même pour les populations locales une conséquence majeure, c'est que ça fait baisser l'insécurité, évidemment. L'ordre est rétabli le long de la Seine. Depuis 841 et les premiers raids vikings, on n'avait jamais connu d'ordre dans cette région. On n'imagine pas le martyre qu'avaient subi les populations, là. Une légende raconte que l'ordre régnait tellement en Normandie que durant 3 années, Rollon a laissé un anneau d'or suspendu à un arbre de la forêt de Roumar et il voulait montrer que personne n'oserait venir
venir voler l'anneau en question. Vous voyez, donc ça, c'est d'un seul coup, la sécurité est rétablie. Il va quand même falloir calmer les ardeurs d'autres vikings qui ont bien l'intention de s'imposer sur certaines des terres qui désormais appartiennent au comté de Rouen. Charles le Simple souhaitait que Robert, si j'ose ainsi l'appeler, défende la Normandie et empêche d'autres pillages dans le royaume franc. Et on peut dire que de ce point de vue-là, c'était bien vu. C'est ce qui s'est passé à partir de 911. On ne verra plus de raids vikings dans cette vallée de la Seine. En tout cas, les vikings ne remontent plus vers Paris. C'est un succès donc pour Charles III parce que, disons-le, le roi des Francs avait par ailleurs bien d'autres problèmes à régler dans le royaume. Il faisait face à des contestations terribles de la part de tous les grands seigneurs. Je cite de nouveau Lucie Malbaud. La réussite de Rollon, dans ce qui n'est alors qu'un duché, tient donc... donc vous avez vu que c'est un comté qui va devenir officiellement duché, tient donc à une conjonction de facteurs. Un contexte politique favorable, avec un pouvoir royal affaibli contraint à des compromis. Une bonne connaissance du monde occidental par Rollon, mais aussi la personnalité de ce dernier qui parvient à instaurer un pouvoir fort dès les débuts. Néanmoins, les menaces ne manquent pas sur le territoire soumis à son autorité, si bien qu'une bonne partie de ces années, comme comte de Rouen, est consacrée à la mise en défense des villes et des frontières d'un comté pris en tenaille entre le comte de Flandre au nord, le roi à l'est et le marquis de Neustrie au sud, sans oublier l'embouchure de la Seine avec les éventuels vikings qui tenteraient de nouveau de s'y engouffrer. Vous voyez que c'est quand même pas tout à fait tourpeau comme situation. Ça bouge beaucoup politiquement. Rollon va s'approprier des pouvoirs que le roi jusqu'alors s'était gardé pour lui. Il va contrôler bien sûr la fiscalité, c'est le nerf de la guerre. Il va battre monnaie, il lève des armées, exerce la justice, nomme les évêques. Vous voyez bien que c'est un État souverain qui est en train de s'installer. Et en réalité, Charles III n'a bientôt plus aucun pouvoir en Normandie. Certains chroniqueurs normands nomment Rollon comte de Rouen et prince des Normands. Je pense que le titre en dit assez long. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 922, Charles III va être déchu par les grandes dynasties princières. C'est Robert de Neustrie, le parrain de Rollon, qui va le remplacer. Rollon continue de soutenir le rétablissement de Charles. Il va même combattre à son service, sans succès du reste. Et en parallèle, pendant cette grande période de crise, Rollon agrandit la Normandie pour donner à son comté les mêmes frontières que celles de l'archidiocèse de Rouen et pour intégrer les derniers établissements vikings sur la côte du Cotentin. Ça va faire quand même, c'est un gros morceau à avaler tout de même. Et Rollon commence à ressentir de la fatigue. Je vais de nouveau et pour la dernière fois citer ce chroniqueur Dudon que Jean-Baptiste Galen, qui a préparé toute cette émission, nous a servi, si je puis dire, comme la seule véritable source de l'époque, tout simplement. Voici ce que dit Dudon. Robert, le patrice des Normands, épuisé par son grand âge et par les épreuves accablantes des combats qu'il avait livrés, remit toute la terre soumise à son autorité à son fils Guillaume. Il invita ses chefs à mettre leurs mains dans les mains du jeune Guillaume, qui fut ainsi uni à eux par le serment qu'ils prêtèrent tous ensemble. Après cela, il vécut un lustre. Sur le déclin de sa vie, incapable de monter à cheval en raison de l'épuisement de ses forces physiques, il fit en sorte cependant que le royaume qu'il avait pacifié conserve la stabilité et la tranquillité. Mais après avoir supporté le poids d'une déchéance funeste et la venue inévitable de la mort, il émigra, comblé de jour, auprès du Christ. Voilà ce que nous dit Dudon. Je ne sais pas si c'est le paradis qui était réservé à ce chef viking qui avait fait valser tant de têtes, vous imaginez. Le fondateur de la Normandie est probablement mort en l'an 933. Destin tout de même assez incroyable pour cet homme du Nord chassé de ses terres et qui par force, par ruse, par intelligence sans doute et par autorité, a retrouvé bien, bien loin de chez lui des terres dont il fut en quelque sorte le souverain.